J'ouvre le second débat de ce sens public, direction les États-Unis pour suivre les dernières heures du procès de Donald Trump à New York. Il est accusé, vous le savez, d'avoir dissimulé des paiements pour obtenir le silence d'une actrice porno lors de sa campagne victorieuse de 2016. Quel impact le verdict peut-il avoir sur le vote de novembre prochain? Avant d'en débattre, on plonge dans les dernières audiences avec Audrey Vuettaz. Les plaidoiries commencent aujourd'hui. Et si Donald Trump devenait le tout premier ex-président des États-Unis, condamné pénalement par la justice au moment des plaidoiries, tout reste possible dans ce procès historique. L'affaire remonte à 2016. Donald Trump est en pleine campagne pour la présidentielle face à Hillary Clinton. Il le sait, certains faits moralement condamnables peuvent sortir à tout moment, notamment une relation extra-conjugale avec une ancienne star du X, Stormy Daniels. Pour étouffer l'affaire, il propose de la payer 130 000 $ par l'intermédiaire de son ex-avocat, Michael Cohen. Pour mettre en jeu cet accord, il a fallu qu'il trafique un peu les comptes de sa société pour pouvoir sortir des centaines de milliers de dollars de ses comptes pour pouvoir payer ses histoires. C'est vraiment un procès sur une mauvaise comptabilité, en gros. Enfin, la plupart des infractions qui sont reprochées n'ont rien à voir avec la moralité, le fait de tromper sa femme, ou quoi que ce soit. C'est vraiment la mauvaise gestion de son entreprise ou truquer les comptes pour pouvoir payer des sommes à des intermédiaires qui lui permettaient d'éviter que ses affaires sortent. Les procureurs estiment qu'il s'agit d'une dépense de campagne dissimulée et que Donald Trump a corrompu la présidentielle de 2016. Tout au long de son procès, l'ex-président a lui fustigé une justice politique visant à entraver sa nouvelle campagne. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de crime. C'est un tribunal kangourou. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et je pense qu'il serait formidable que le juge décide de mettre fin à cette chasse aux sorcières. Ses avocats ont eux à cœur de torpiller la crédibilité de ses accusateurs, Michael Cohen ou encore Stormy Daniels. On a eu le témoignage de Stormy Daniels disant que Trump était un sale type ou des choses comme ça. Ça n'a pas vraiment servi à l'accusation parce que c'est allé un peu loin. Désormais, 3 scénarios restent possibles: l'acquittement, le mistrial et il faut refaire un procès, ou alors la condamnation. Donald Trump risque jusqu'à 4 ans de prison, avec un impact certain sur la campagne. L'impact, il est un peu dans les deux sens. C'est que les démocrates auront beau jeu de dire que Trump est quelqu'un qui a été condamné par la justice, mais pour les républicains, et Trump en particulier, c'est ce qui s'aligne depuis le début, et qui marche plutôt pas mal, c'est de dire c'est de l'acharnement judiciaire, on veut me faire taire, on trouve n'importe quel prétexte pour m'attaquer. Les délibérations pourraient durer près d'une semaine. Les procès peuvent-ils faire perdre Donald Trump? On en débat avec Loïc Delamornay. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter pour l'émission Envoyé spécial, ex-correspondant de France Télévisions aux États-Unis. Anne Désine, bonsoir et bienvenue, professeur des universités, juriste, auteur de ce livre Les États-Unis et la démocratie aux éditions L'Harmattan. On est au cœur de notre débat. Maxime Chervaux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique, Université Paris 8. On est également en duplex avec Olivier Piton, avocat au barreau de Washington. Bonsoir Olivier, auteur de Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, aux éditions Plomb, et Asdine Ahmed Chaouch, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Imaginons, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de cas de figure, une condamnation de Donald Trump, Loïc Delamornay, peut-elle avoir une influence sur le vote des électeurs républicains, déjà, pour commencer? De manière marginale, je pense. Vous le savez très bien, tout est tellement polarisé aux États-Unis que voilà, il y a deux camps qui se haïssent et même pas cordialement. Donc de toute façon, Trump, il a une forme de secte autour de lui. Donc quoi qu'il arrive, ce ne sont pas ses plus fidèles soutiens qui vont trembler d'un seul iota s'il est condamné. De l'autre côté, vous avez évidemment quand même un bloc démocrate qui hait Trump depuis plus de 8 ans maintenant, ou 8 ans maintenant. Effectivement, le seul endroit où ça peut éventuellement en faire basculer certains, c'est les quelques républicains qui continuent à voter pour le Parti républicain envers et contre tout, même avec Donald Trump, et qui là vont se dire, bon, j'ai toujours suivi la ligne du parti, mais là je ne peux pas voter pour quelqu'un qui est condamné au pénal. Et vraiment, ça se jouerait sur
quelques petits pourcents. Alors, c'est une hypothèse, hein, on l'a dit dans le sujet d'Audrey. Il y a notamment, et on n'avait pas le temps de le détailler dans le sujet, mais l'hypothèse annulation du procès, je veux bien vous entendre là-dessus, ce procès peut être annulé. Alors, ce n'est pas une annulation, en fait. Je pense que c'est la traduction de mistrial. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a 12 jurés. Et il faut que le procureur puisse obtenir un verdict, alors, beyond a reasonable doubt, c'est-à-dire au-delà du doute raisonnable, unanime. Donc, il suffirait que la défense, donc les avocats de Trump, réussissent à dire, mais vous voyez bien quand même, son avocat, Michael Cohen, il n'est pas crédible. Puis qu'est-ce que c'est cette affaire? Oui, il a fait... C'est son ancien avocat qui est venu l'accuser. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, bon, oui, il a fait ça, mais c'était pour protéger sa femme, parce qu'effectivement, son comportement, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas illégal. Donc, il suffit de semer un petit peu le doute, et dans ce cas-là, on a soit un jury bloqué, hung trial, soit un mistrial. Et dans ce cas-là, Trump va pouvoir s'engouffrer en disant, vous voyez, même à New York, même à Manhattan, où à 95% ils sont démocrates, eh ben, ils ne m'ont pas trouvé coupable. Donc ça prouve bien que toute la procédure était politisée, partisane et instrumentalisée par Biden, qui n'a rien à voir dans cette affaire, puisque c'est une procédure étatique. Oui, je profite, hein, on a traduit littéralement tribunal à kangourou, mais moi, je n'ai pas compris, je ne suis pas sûr que le téléspectateur non plus, parce qu'il n'y a pas d'expression en français. Ça veut dire quoi? Ça vient du droit anglais, et c'était à l'époque où il n'y avait aucune garantie de justice, aucun droit de la défense. C'est en fait un procès fantoche, c'est-à-dire un procès politique. Ok, merci beaucoup. Maxime Chervaux, je reste sur cette première question, sur l'effet éventuel du résultat de ce procès. On a parlé des Républicains. Au-delà, il y a d'autres électeurs, évidemment, peut-être plus indécis, qui pourraient basculer vers un vote Biden, d'après vous? Alors, il y a plus de chances que ce soit des électeurs de 2020 qui soient convaincus de nouveau de voter pour Joe Biden, mais presque, j'ai envie de dire, par défaut. Oui. C'est-à-dire que la stratégie de Joe Biden aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, c'est la stratégie du pire, de l'extrême. Vous avez Donald Trump en face de moi. Je suis la seule personne qui peut gagner face à Donald Trump une nouvelle fois. Et donc, envers et contre tout, malgré les difficultés, et en accentuant certains sujets comme l'avortement notamment, voire la politique étrangère, mais qui ne sont pas les sujets qui portent le plus en ce moment, malheureusement, pour lui dans les sondages. Je suis un peu le rempart contre une élection qui amènerait Trump, encore une fois, à la présidence des États-Unis. Oui, pour la démocratie aussi. Oui, alors ça, on en parlera évidemment de l'argument parce que ça, c'est vraiment important. Démocratie américaine en danger ou pas, et puis comment éventuellement Joe Biden utilise cet argument. Olivier Piton, ce procès, il a aussi gêné le déroulement de la campagne électorale de Donald Trump. Il a dû assister à quasiment toutes les audiences à New York, c'est ça ? Oui, absolument, parce qu'il était obligé de le faire, d'une part. Et deuxièmement, il faut toujours rappeler, parce qu'on a tendance à perdre le sens des mots, mais c'est la première fois qu'un ex-président des États-Unis se retrouve sur le banc des accusés lors d'un procès au pénal. Et quel que soit le résultat du procès au bout du compte, quel que soit le verdict, cet effet restera. Et Donald Trump aura été une sorte de précurseur dans ce cas-là. Effectivement, comme vous le dites, il y a une sorte de collision entre l'agenda judiciaire et l'agenda politique, puisque Donald Trump avait toujours eu pour habitude de faire au début de l'année de l'année de campagne électorale un gros meeting à peu près par semaine, et puis après ça devenait 2 meetings par semaine, et à la fin il enchaînait 2 à 3 meetings par jour. C'est ce qu'il avait fait en 2016 et c'est ce qu'il avait fait en 2020. Et il est parti sur les mêmes bases, sauf que là, effectivement, il est tenu d'assister à son procès à New York. La défense, ses avocats ont décidé qu'ils ne parleraient pas, sans doute dans le cadre d'un accord pour éviter tout dérapage, parce qu'il doit considérer de son côté, en tout cas Blanche, qui est le principal avocat de la défense, a dû estimer avoir mis suffisamment à mal, on va peut-être en parler tout à l'heure, le principal témoin qui est l'avocat Michael Cohen, pour éviter que Donald Trump prenne le risque de s'exprimer. Donc effectivement, il y a cette collision, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va terminer cet épisode judiciaire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, maintenant, la litanie des épisodes judiciaires va se terminer. Il n'y aura plus d'autres procès au pénal d'ici au 5 novembre, date de l'élection. Et donc, on va savoir de quelle manière Trump va en sortir. On attendra effectivement d'avoir le résultat de ce procès. Alors justement, Donald Trump, donc, qui sort de son audience et va quand même à un meeting pour évidemment accuser Joe Biden d'être à l'origine d'un acharnement judiciaire. On est dans le New Jersey.
On ne fait pas cela à un adversaire politique. Ça se fait dans les pays du tiers-monde. Ça se fait dans les républiques bananières. Ça ne se fait pas aux États-Unis d'Amérique. Alors je me suis dit que maintenant je pouvais parler librement. Et c'est à ce moment-là que je l'ai qualifié d'homme le plus grossièrement incompétent du gouvernement. Le pire président de tous les pays. Le monde entier se moque de lui. C'est un imbécile. Ce n'est pas un homme intelligent. Il ne l'a jamais été. Aux heures de grande écoute, il était considéré comme stupide. Je parle de lui différemment aujourd'hui parce que maintenant, le masque est tombé. C'est un sale type. Il n'aurait jamais dû faire ça parce que c'est très mauvais pour notre pays. En voyant cette séquence en début d'après-midi, je me disais quand même le niveau de violence verbale de la campagne américaine, c'est quelque chose. Et puis ensuite, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale où 2 députés se sont copieusement insultés. Bref, je referme cette parenthèse, Loïc de la Mornay, mais quand même, imbécile, stupide, sale type, c'est pas nouveau dans la bouche de Donald Trump. Il n'y a pas de cran supplémentaire ou d'énervement supplémentaire lié à ce calendrier judiciaire ? Oh non, je peux vous dire que j'ai vu Donald Trump à de très nombreuses reprises dans des meetings. Il le fait sur tous ses adversaires. Mais enfin, cette litanie de nicknames, de surnoms... Oui, il a toujours donné un surnom à ses adversaires. Il les a donnés beaucoup, surtout à son propre camp. Oui. Dès qu'il y avait quelqu'un qui ne lui plaisait pas au sein du Parti républicain, il y avait deux prétendants sénateurs, deux candidats du Parti républicain. Il agonisait d'injures, avec notamment avec beaucoup de misogynie souvent sur les femmes. Il a toujours été comme ça. Et encore une fois, on va en reparler au cours de cette émission, mais de ce point de vue-là, Trump est extraordinaire. C'est un type extraordinaire, Trump au sens littéral du mot. Oui. On pourra en parler d'ailleurs parce que je pense qu'il est unique. Il est unique sur sa trajectoire. Je pense que... si certains démocrates veulent être rassurés, je pense qu'il restera unique parce que ceux qui ont essayé de le copier, on se rend compte qu'ils n'y arrivent pas. Mais il est complètement extraordinaire. Il l'avait dit. En fait, juste pour terminer, en 8 ans, on a débuté en 2016, avant son élection en 2016, il avait déjà dit cette phrase dont vous vous rappelez certainement. Les gens m'aiment tellement que je pourrais descendre sur la 5e avenue et flinguer quelqu'un en pleine rue, ils m'aimeraient encore. Eh bien, 8 ans après, j'ai entendu encore il y a quelques jours une de ses supportrices autour d'un meeting qui disait « Mais on me dirait que je verrais Trump tuer 3 personnes, je l'adorerais encore. » Rien n'a changé en 8 ans. Ce type est extraordinaire. Et c'est pour ça que vous employez aussi le terme de secte. Complètement. Oui. Oui. Ça se rejoint. Ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, il y a ces insultes, ces surnoms particulièrement méprisants pour ses adversaires au sein du camp républicain. On pourrait imaginer un camp républicain qui se déchire à la suite de cette campagne. Mais je rajoute juste une micro-chose. On en parlait tout à l'heure, juste avant d'entrer sur ce plateau. Alors j'aime bien quand nos invités disent aux téléspectateurs ce qu'ils se disaient avant. Parce que c'était très intéressant. On parlait avec Maxime du Texas qui connaît très bien. Juste, Donald Trump, il y a sénateur Ted Cruz au Texas. Donald Trump a quand même insulté sa femme en public en la traitant de laidron. Il a sous-entendu que le père de Ted Cruz avait peut-être trempé dans l'assassinat de Kennedy, des trucs impardonnables, qu'on ne peut pas pardonner, non seulement en politique, mais dans la vie tout court. Et bien, comme tous les autres, Ted Cruz est après venu manger dans la main, j'allais dire littéralement comme un chien. Alors, je vais vous entendre l'un et l'autre là-dessus, sur la réaction des autres leaders républicains et des électeurs républicains. Mais d'abord, on écoute celle qui a été la dernière à, entre guillemets, résister un peu à Donald Trump, l'ex-candidate Nikki Haley. C'était la semaine dernière, quand finalement, elle annonce qu'elle aussi, elle va voter Trump. Trump n'a pas été parfait. Je l'ai dit clairement à de nombreuses reprises, mais Biden est une catastrophe. Je voterai donc pour Trump. Et Trump serait bien inspiré de tendre la main aux millions de personnes qui ont voté pour moi et qui continuent à me soutenir, et de ne pas supposer qu'elles vont simplement être avec lui. J'espère sincèrement qu'il le fera. Il l'a traité de bird brain, cervelle de moineau, il y a quelques semaines. Oui. Et pourtant, elle annonce qu'elle va voter Trump. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'elle pense à 2028. Si elle avait annoncé « je vote pour Biden », elle perdait toute possibilité de faire carrière dans le Parti républicain. Or, dans le Parti républicain, alors, ils ne sont plus au pouvoir, mais il y a une partie de l'establishment, comme on dit, qui espère qu'il y aura un jour un après-Trump et qu'on pourra revenir d'abord au credo conservateur, qu'il a complètement violé, mais également à une politique peut-être un peu plus apaisée. Mais ce que Trump a fait, il a porté au paroxysme quelque chose qui a démarré dès 1994 avec un monsieur qui s'appelle Newt Gingrich, qui avait fait la campagne pour un républicain. Oui.
Et c'est lui qui a dit, si on veut gagner, il faut qu'on change de langage. Ce ne sont plus des adversaires politiques, ce sont des ennemis. On peut les insulter et on peut mentir. Et aux États-Unis, on peut mentir parce que le premier amendement protège tout. Et c'est la raison pour laquelle il peut mentir sans qu'il y ait aucune conséquence. Les journalistes de Fox News ont pu mentir. Alors, il y a l'épisode des 800 millions de dollars de dommages et intérêts versés à la société qui faisait les machines à voter. Bon, Fox News a payé, mais les journalistes... Oui, parce qu'ils avaient accusé cette société d'avoir trafiqué le résultat de l'élection. Mais ce qui est intéressant et un petit peu terrifiant, c'est que les journalistes continuent de mentir. Alors, ils ne mentent plus sur la société, encore que c'est repris, sur la société de machines à voter, mais ils mentent sur le bilan de Biden. Donc là, vous parlez des journalistes de Fox, notamment. Oui, des journalistes de Fox et des autres chaînes. Et compte tenu de la polarisation du paysage médiatique, les 40% qui sont pro-Trump, de la secte, qui portent la casquette rouge, ils n'écoutent jamais CNN, ils ne regardent jamais USA Today ou le New York Times. Ils s'alimentent dans des réseaux qui répètent en boucle ces mensonges de façon de plus en plus outrancière. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils croient que le procès est truqué, qu'ils croient que Biden est un président illégitime et qu'ils sont prêts à soutenir Trump, quoi qu'il arrive. C'est important d'avoir cette idée de désinformation bien en tête. Oui, sinon on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe aux États-Unis, Maxime Cherbourg. Parce que c'est vrai que ça dépasse un peu l'entendement quand même. Essayons de nous projeter en France. Encore une fois, il y a de la polarisation, mais un chef de parti qui aurait insulté tous ses opposants lors d'une primaire et qui les verrait l'un après l'autre se rallier comme si de rien n'était et son électorat avec eux, c'est un peu difficile à imaginer quand même. À ce point d'insultes et de polarisation, encore une fois. Oui, alors il y a une grosse différence quand même entre 2024, 2020 et 2016. C'est-à-dire que en 2016, quand Donald Trump est arrivé, vous aviez un candidat qui arrive un peu par les marges du parti, avec des figures autour de lui qui étaient quand même très marginales. C'est des personnes qui évoluaient à la frange la plus conservatrice, des anciens membres du Tea Party, des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup de place au niveau des élus, au Sénat, à la Chambre ou dans les États. Oui, mais enfin, si je me souviens de nos commentaires, j'étais pas sur cette chaîne, mais à l'époque, on a passé notre temps à dire, bon, Donald Trump, ok, c'est bidon, c'est un clown. Ensuite, Donald Trump, il gagnera pas la primaire. Et puis ensuite, Donald Trump, il gagnera pas l'élection. Oui. Bon. Mais entre-temps, il a réussi à complètement conquérir le Parti républicain. C'est surtout ça, en fait, la grosse différence par rapport à avant. C'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que du point de vue du Parti républicain, aujourd'hui, Donald Trump a réussi à placer ses proches à tous les niveaux du Parti républicain, que ce soit dans les États, localement, au niveau des think tanks et autres. Et en fait, les personnes qui ont quitté l'administration Trump en 2021 avec lui ont été peuplées pendant 4 ans, toutes les institutions, créer de nouvelles institutions qui justement ont été préparées la suite et la reprise du parti. En faisant ça, par exemple, la grosse différence entre 2016 et 2024, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump a travaillé des mois avant le choix des différents électeurs qui allaient le représenter du coup au niveau du congrès de la Convention républicaine au mois de juillet. Alors que 8 ans auparavant, vous avez des personnes qui l'avaient choisi mais qui ont changé d'avis entre-temps. Aujourd'hui, tout le monde est derrière lui. Les sénateurs, la plupart d'entre eux, les représentants et même les partis des États, voire très localement, à l'échelle des grandes villes américaines. Et je reviens au procès, puisque en cette fin d'après-midi de mardi, les plaidoiries ont commencé. Et ce qu'on retient, en tout cas ce que retiennent nos confrères de l'agence France-Presse des premiers mots des avocats de Trump, ils demandent au jury de l'acquitter vite fait, bien fait. Olivier Piton, on peut espérer ou imaginer une décision, un verdict dans combien de temps sur ce procès de New York ? C'est très difficile à dire. De toute façon, depuis le début avec ce procès, on est dans de la nouveauté. On est vraiment... On y va à la machette pour essayer de défricher le chemin, puisqu'on est face à une véritable situation d'inconnu juridique. Donc on va voir entre effectivement les plaidoiries, le jugement définitif, il peut se passer 48 heures comme il peut se passer environ une semaine. Une chose est sûre, c'est qu'il y a 3 cas de figure, ça a été rappelé tout à l'heure, 3 cas de figure qui peuvent en gros se présenter sur les 34 chefs d'accusation. Le premier cas de figure, l'ensemble des 12 jurés, comme on dit, au-delà du doute raisonnable, sont d'accord sur chacun des chefs d'accusation. Donc on va tronçonner, si vous voulez, chef d'inculpation après chef d'inculpation, pour savoir s'il y a unanimité ou pas. Si le jury est incapable de se prononcer à l'unanimité, c'est ce qu'on appelle un hung jury. Et donc, à partir de ce moment-là, il est possible
qu'il y ait un nouveau procès, mais qui aura lieu de toute façon après le 5 novembre, donc les conséquences ne seront pas du tout les mêmes. Et ça reviendrait en fait à ce qu'on appelait tout à l'heure un mistrial, c'est-à-dire cette espèce de zone grise où en fait les jurés ne sont pas suffisamment d'accord entre eux, ni pour estimer que Donald Trump est complètement innocent, ni pour estimer qu'il est complètement coupable. Et donc ce mistrial, donc en fait, globalement, une affaire non aboutie, faute d'unanimité des jurés, rendrait forcément politiquement Donald Trump beaucoup plus fort, puisqu'il arguerait, même si c'est faux, dans les faits ce sera faux, qu'il est innocent. Ouais. Et encore un dernier point, parce qu'il est important sur la perception que les Américains ont majoritairement de ce procès. Ce qui est en jeu ici, c'est un viol du financement d'une campagne électorale, et c'est pour ça que c'est une félonie, c'est pour ça que c'est pénal, et c'est pour ça que Donald Trump risque la prison. Mais du fait d'un certain nombre de contre-feux de la part de la défense, une grande partie de l'opinion publique américaine pense qu'il ne s'agit qu'en fait que d'une affaire de coucherie et qu'il a bien droit de faire ce qu'il veut. Et donc, toute la difficulté ici pour l'accusation, ça va être de sortir de cette ornière, quel que soit le résultat de ce procès, et de dire non, il ne s'agit pas de coucherie, il s'agit d'un crime fédéral, il s'agit en l'occurrence d'une violation du financement d'une campagne électorale. Merci Olivier Piton, très vite parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder. Dans un but qui est d'infléchir l'élection, c'est-à-dire pas pour rassurer son épouse, mais pour infléchir l'élection. Et ça, c'est l'élément important sur lequel le procureur insiste. Ouais, l'élection de 2016, on le rappelle. On va s'intéresser de plus près au sondage grâce à Quentin Calmet. Rebonsoir Quentin. Rebonsoir Tom. Que disent les derniers sondages aux États-Unis? On vous écoute. Oui, parmi les sondages importants, vous voyez celui paru dans le New York Times, c'était le 13 mai dernier. Trump mène dans 5 États clés sur les 6 testés dans ce sondage. La Pennsylvanie, l'Arizona, le Michigan, la Géorgie et le Nevada. C'est important car ces États sont des États pivots, les fameux swing states comme on dit. Et lors de la précédente présidentielle américaine en 2020, ces 5 États avaient été remportés par Joe Biden. C'est donc un signal inquiétant pour la campagne électorale démocrate. Le New York Times explique que ces résultats sont inchangés depuis novembre, sauf que depuis, les marchés financiers ont gagné 25%. Il y a eu le début du procès de Donald Trump et la campagne de Joe Biden a dépensé des dizaines de millions de dollars de publicité dans ces États clés. Et malgré tout cela, la campagne de Joe Biden patine. Comment s'expliquent ces mauvaises prévisions, on va dire ça comme ça? Oui, l'inflation pèse toujours sur les ménages américains. 25% des électeurs disent que le coût de la vie est leur première source d'inquiétude. Les chiffres de l'économie sont bons aux États-Unis, mais ils peinent à se transformer de façon concrète dans le porte-monnaie des Américains. Plus globalement, presque 70% des électeurs américains réclament toujours des changements majeurs du système politique et économique américain. C'est ce qui explique que 3 catégories d'électeurs font particulièrement défaut à Joe Biden en ce moment. Les jeunes, les hispaniques, les afro-américains. Ils représentent généralement le socle de l'électorat démocrate. Et en 2024, ils reprochent à Joe Biden son manque d'engagement pour changer la société américaine. Merci beaucoup Quentin. Il faut peut-être faire un peu de pédagogie. Loïc Delamornay rappelait l'importance de ces swing states, ces États qui peuvent faire basculer l'élection. Si on compare à la France, ça pourrait donner quoi? Oui, effectivement, chaque fois quand j'explique à des amis ou ce côté complètement ubuesque de la politique américaine, ou même à chaque fois quand j'en parlais à des Américains, des électeurs notamment souvent trumpistes, qui disent mais il y a plein de pays dans le monde où on peut très bien être élu président avec des millions de voix de moins que l'adversaire, ce qui s'est passé en 2016, Donald Trump élu avec 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Je dis ah non. Il n'y a aucun pays sur la planète où, avec des millions de voix de moins que l'adversaire, on s'installe en photo de la Maison-Blanche. Il y a des coalitions, c'est autre chose. Mais en one-to-one, en face-à-face, ça n'existe pas. Bon, ce système existe parce que tout simplement, il faut réexpliquer aux gens qui nous écoutent, aux Français, que cette élection américaine, elle va se jouer comme toutes les élections, je caricature à peine en disant ça, sur 10 000 voix en Ardèche et 15 000 voix dans les Hautes-Alpes. L'Île-de-France, elle compte pas. La Bretagne, elle compte pas. PACA ne compte pas. Parce qu'on va dire, l'Île-de-France vote à gauche, PACA vote à droite. Je caricature. On sait ce que la Californie va voter, on sait ce que New York va voter, on sait ce que le Texas va voter. C'est pour ça qu'on peut relativiser certaines choses. La désaffection des jeunes pour Biden, déjà, les jeunes ne votent pas beaucoup historiquement. Et quand on dit les campus en ébullition vont faire perdre Biden...
Les campus, ils sont à New York, Columbia, donc New York votera toujours démocrate. Ils sont au MIT, Massachusetts, votera démocrate. Ils sont à UCLA, Californie, ça continuera à voter démocrate. Mais voilà, donc en fait, ce qui compte, c'est quelques États, fameux key states, swing states, où ça va se jouer à 8-10 000 voix près. C'est pour ça que c'est très très dur de prédire l'élection américaine. C'est pour ça que traditionnellement, on moque souvent les instituts de sondage américains, mais leur tâche est beaucoup plus difficile que la nôtre. Et donc, là encore, ça va se jouer à 10-15 000 voix dans quelques petites circonscriptions. Avec un autre élément, Maxime Chervaux, il y a le 5 novembre, les Américains ne vont pas seulement voter pour la présidentielle, il y aura aussi plein d'élections, mais notamment des référendums sur des thématiques particulières dans certains États. Vous parliez de l'avortement tout à l'heure. C'est une stratégie démocrate derrière ces référendums. On peut expliquer ça ? Complètement. C'est-à-dire que dans cette stratégie de l'extrême que Joe Biden a, en disant voilà, je suis le dernier rempart à la démocratie, je suis aussi le dernier rempart pour la protection à la fois du droit à l'avortement aux États-Unis, mais même maintenant du droit à la contraception également aussi, qui est devenu vraiment un enjeu également récemment. Et donc dans beaucoup d'États où il est notamment possible pour des électeurs en nombre assez important d'avoir un référendum d'initiative populaire, en quelque sorte, les démocrates, les indépendants, les libéraux se sont mobilisés pour pouvoir organiser et faire organiser des référendums sur le droit à l'avortement, notamment en Floride, qui est quand même un État clé, même si depuis Obama, aucun démocrate n'a vraiment réussi à s'approcher d'une victoire là-bas. Vous avez un référendum qui aura lieu en même temps que les élections. Probablement dans le Missouri, probablement dans le Colorado, l'Arizona également aussi, le Montana est en train d'y réfléchir. Donc vous avez beaucoup d'États, vous avez a contrario aussi, en Pennsylvanie, une discussion du côté de la droite pour avoir un référendum qui, cette fois-ci, viendrait réduire, ou en tout cas limiter le droit constitutionnel en Pennsylvanie à l'avortement. Donc vous avez une multitude d'élections, et c'est ça le problème pour Joe Biden en ce moment, c'est que ça ne semble pas réellement l'avantager pour l'instant dans les sondages. Vous avez, par exemple, dans l'Ohio, vous pouvez avoir 60% des électeurs qui vont voter pour protéger l'avortement, et en ce moment, vous avez et Joe Biden et un sénateur démocrate sortant qui sont en difficulté, alors même que vous pourriez avoir une majorité d'électeurs qui iraient voter pour l'avortement. Même chose en Floride, parce que, comme elle l'a dit, l'inflation est aujourd'hui de très très loin l'élément qui concerne le plus les Américains. Juste pour terminer, un petit chiffre qui est vraiment pour moi très parleur, j'ai découvert ce matin. Le Market Institute a fait une enquête justement sur ces États clés. Et dans ces États clés, les électeurs sont 59% à admettre qu'une élection de Donald Trump pourrait l'amener à essayer de devenir un dictateur. Voire à devenir un dictateur après novembre. Et les Américains qui ont répondu à ce sondage sont quand même dans une très grande majorité à dire oui, mais en fait, c'est l'inflation qui va primer malgré tout. C'est l'inflation, c'est l'immigration pour un tiers des électeurs. Et donc, la question de la démocratie, au final, elle n'est pas si prioritaire que ça dans l'ordre des priorités que les Américains auront au mois de novembre. Alors, la question de la démocratie, ce sera notre dernier chapitre. Promis, on va y consacrer du temps. Mais Asdine, on s'intéresse d'abord aux relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron. On pourrait qualifier de délicates. Délicates, froides, orageuses, enfantines aussi. Parfois, on a l'impression d'assister à un concours de vannes entre deux humoristes de stand-up, ou plutôt une chamaillerie puérile de deux enfants dans une cour d'école. C'est évidemment Donald Trump, le roi des formules ou anecdotes qui ont un seul but, ridiculiser le président français. La dernière en date, 18 mai dernier, il imite Emmanuel Macron. Voici son sketch, c'est pas le Marrakech du rire, c'est au Texas, lors d'un meeting devant le lobby des armes. So, Macron, leader of France, gets on the phone. Emmanuel, how are you? His name is Emmanuel. Beautiful, beautiful name. Especially when it's spoken in French. Emmanuel. Emmanuel, how are you? Oh, Donald, I am so good. Oh, thank you so much. Thank you for asking. How's your wife? His wife is lovely, by the way. And I say, how's your wife? My wife is so good. Thank you so much for asking. C'est pas la première fois qu'il fait cette imitation. Alors là, Donald Trump est en campagne. En voulant se moquer d'Emmanuel Macron, il veut aussi atteindre un Joe Biden qu'il juge sur la même ligne politique. Pour le moment, sur ses sorties, Emmanuel Macron reste silencieux. Je lui conseillerais de rester silencieux, de ne pas rentrer dans la guerre. En tout cas, on sent vraiment un Donald Trump en roue libre face au président français. Est-ce que vous faites la différence entre le Donald Trump candidat et le Trump président ? Il est évident que lorsque Trump arrive au pouvoir à la Maison-Blanche, il devait se contraindre à une certaine retenue vis-à-vis d'un allié historique. D'ailleurs, les relations avaient plutôt bien commencé 14 juillet 2017 pour le défilé traditionnel
Donald Trump avait adoré, ça c'était top de chez top, c'est ce qu'il avait dit. Dans une interview dans le New York Times, le président américain confia même au sujet d'Emmanuel Macron, c'est une très bonne personne. Je fais ça parce que je l'imagine bien faire ça avec le pouce. Bon, cette retenue fut relative et surtout temporaire. En 2019, Donald Trump dénonça la stupidité d'Emmanuel Macron au sujet de la taxe française sur les géants du numérique. Là, on tombe dans l'injure. Et puis on se souvient tous de cette guerre de poignées de main virile avec cette question, là encore, de très haut niveau, qui est le plus fort dans la bataille du serrage le plus viril. Sur le fond, ils sont aussi souvent opposés. Exemple sur le réchauffement climatique, Emmanuel Macron avait détourné le slogan « Make America Great Again » en « Make Our Planet Great Again », accusant Trump d'être climato-sceptique. On peut aussi citer l'éternelle menace de la taxation sur les produits européens et français, dont le vin. Allez, imaginons, Donald Trump revient au pouvoir. Comment pourrait se dérouler cette nouvelle relation avec le président français ? On peut imaginer peut-être 2 phases, une première d'apaisement, détente, une nouvelle visite, une nouvelle poignée de main, peut-être plus amicale cette fois-ci, probablement de bons mots, et puis retour à la réalité, les formules choc, les menaces sur les exportations françaises et de gros désaccords sur le climat et les conflits internationaux actuels. Dans le même temps, on peut se projeter aussi sur un rapprochement Donald Trump, Marine Le Pen. Pour Trump, ça lui permettrait de peser sur le débat en France, et Marine Le Pen pourrait espérer acquérir ce qui lui manque aujourd'hui, une stature internationale. Je voudrais qu'on s'intéresse à l'enjeu, merci beaucoup Asdine, à l'enjeu démocratique. Est-ce qu'une réélection de Donald Trump, Anne Désine, pourrait peser sur l'avenir de la démocratie américaine? Est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou est-ce que j'exagère en disant cela? Non, il y a beaucoup de personnes qui écrivent des éditoriaux. Et surtout, il y a beaucoup de républicains qui ont travaillé avec Donald Trump qui disent il n'est pas, is unfit, il ne peut pas être président. Parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il fait n'importe quoi, parce que c'est un danger public. Pardon, alors on pense à son attitude sur la scène internationale, avec la Corée, avec la Russie. Mais au plan intérieur, il s'apprête à mettre en œuvre le programme de la Fondation Heritage, qui est en fait une militarisation du pays et une instrumentalisation de tous les rouages du pouvoir pour lui. C'est-à-dire que certains vont jusqu'à dire qu'il va prendre le pouvoir, même s'il a perdu, et qu'il ne le rendra plus, sans même changer la Constitution. C'est-à-dire qu'il va se maintenir au pouvoir. C'est un vrai danger. Il n'y aura plus d'indépendance des poursuites. Il a déjà annoncé que son département de la justice s'en prendrait à tous ceux qui ont osé résister, y compris les républicains. Son ministre de la Justice qui a dit oui, il n'y a pas eu de fraude électorale. Il sera en première ligne. Et évidemment, Biden, la famille Biden et les démocrates. Donc il y a un vrai risque, mais c'est vrai que pour le moment, il n'est pas perçu par une majorité de la population. Asdine, peut-être question pour Loïc Delamornay. Oui, exactement. Justement, si on parle beaucoup du spectre d'une victoire de Donald Trump, mais s'il perd, j'aimerais savoir, selon vous, ce sera quoi sa vie d'après? Il restera l'opposant éternel, il fera des manifestations pro-armes, il fera quoi? Très cash, je pense qu'il sera en tôle. C'est pour ça que je pense que Donald Trump joue pas seulement sa survie politique, il joue sa survie tout court. C'est-à-dire que s'il n'est pas élu, là, les procès vont finir par le rattraper. Et voilà. Je fais une petite digression, mais je suis surpris de la naïveté des démocrates qui ont attendu si longtemps. Les démocrates auraient pu, là on se place d'un point de vue de la stratégie politique, les démocrates auraient dû, juste après le 6 janvier 2021, tout de suite enclencher la machine judiciaire ou la justice elle-même s'en emparer parce que le pays était quand même sous le choc. Et en fait, tout le monde s'est persuadé une nouvelle fois que Donald Trump était fini. Alors qu'encore une fois, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ils ont perdu combien de temps avant de lancer les procédures? En fait, c'est de la faute du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, de Merrick Garland, qui est un ancien juge, s'était engagé avec le président Biden à ce que son département de la justice, justement, soit impartial et ne se livre pas à des poursuites. Il a craint que s'il commençait immédiatement les mises en accusation, et il y avait des éléments avant même la commission du 6 janvier, ce soit perçu comme des poursuites politiques et partisanes. Mais on a perdu 2 ans. Et pour répondre à cette question, je pense que s'il ne remporte pas l'élection, ce qui, pour moi, est toujours une possibilité, on a raison d'être de commenter tous ces sondages. Voilà, on n'est pas là pour donner un avis, mais c'est sûr qu'on peut s'inquiéter pour un certain chaos mondial et pour les relations bilatérales. Mais de ce point de vue-là, je ne suis pas persuadé que Trump va être élu. Il a des chances d'être élu, mais les jeux ne sont pas faits. On vient d'en parler. En revanche, s'il perd, est-ce qu'il y aura un autre 6 janvier 2021 on en parlait tout à l'heure.
Pas sûr, parce que la justice, pour le coup, américaine, sur les gens qui ont, surtout les militants du 6 janvier, la justice américaine est passée. Il y en a qui sont partis aux trous pour un certain temps. Et puis ensuite, comme je le disais un peu tout à l'heure, je pense que Donald Trump est tellement unique que, contrairement à ce que certains pensent, je pense qu'il n'aura pas vraiment de successeur. On voit que DeSantis en Floride a essayé de tuer ses pas il y a quelques jours, et j'en finirai là. Kristi Noem, qui est la gouverneure du Dakota du Sud, a vu sa campagne complètement cramée, peut-être ses chances d'être candidate vice-présidente sur le ticket, parce qu'elle a reconnu avoir abattu son chien. Est-ce que vous imaginez Donald Trump, après tout ce qu'il a, après tout ce à quoi il a survécu, être impacté par quelque chose, entre guillemets, d'aussi faible? Mais là, l'Amérique revient, donc Kristi Noem, elle a abattu son chien, elle est unfit pour le fils. Donald Trump, je ne suis pas sûr qu'il y aura un successeur qui aura je vous donne le talent du karma. Pardon, je vous donne la parole tout de suite, parce qu'on est au cœur de ce chapitre sur le risque démocratique. Le candidat, enfin le président sortant et candidat démocrate joue sur ce risque, cette hypothèse d'un Donald Trump qui n'accepterait pas le résultat. Écoutons Joe Biden. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette élection, beaucoup d'enjeux. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'alternative. Notre démocratie est réellement en jeu. Écoutez ce qu'a dit Donald Trump. On lui a demandé que va-t-il se passer. Est-ce qu'il accepterait une défaite? Il a répondu que cela dépendra. Ensuite, il a dit que s'il perd, il y aura un bain de sang. Anne Désine, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les commentateurs, les éditorialistes, et puis ce que les Américains ressentent. Est-ce que les Américains sont conscients de ce risque éventuel pour leur démocratie? Alors, beaucoup d'Américains se rendent compte que le niveau de violence, pas seulement verbal, a augmenté. Quand je vais là-bas, on me dit « sois prudente ». Quand je fais des choses que je faisais, comme prendre une voiture, aller me promener au fin fond de l'Arizona, on me dit d'être prudente. Donc, il n'y a pas seulement la violence verbale. Cela étant, les partisans de Donald Trump ont été un petit peu refroidis par les peines de prison, et on constate qu'ils ne sont pas là au procès. En revanche, au procès, on a tous les politiques qui ont tellement peur d'avoir un adversaire à une primaire et qui viennent faire allégeance au candidat, y compris le speaker de la Chambre. Mais il y a un danger, c'est-à-dire la trentaine de personnes qui a pris d'assaut le Capitole et qui a été condamnée à des peines supérieures à 5 ans de prison, risquent de revoir leur père disparaître parce que les républicains ont contesté la loi en vertu de laquelle ces gens-là sont en prison, et la Cour suprême va rendre sa décision au mois de juin, sans doute. Et on voit qu'elle a protégé Donald Trump, qu'elle protège les causes conservatrices. Et si elle devait dire que cette loi a été utilisée pour des fins qui ne sont pas prévues, parce que c'est vrai que c'était une loi qui avait été adoptée après le scandale Enron, et ça parle essentiellement de shredder, de déchiqueteuse, et autres moyens. Et là, ils ont fait obstruction, c'est un peu compliqué, mais compte tenu des décisions de la Cour suprême, il faudrait craindre qu'elle invalide cette loi. Et donc ça veut dire que la peine de ces gens-là et une certaine des bases de poursuite pour Trump tomberait ipso facto. Alors, on va se projeter sur l'autre cas de figure, un Donald Trump qui l'emporte au mois de novembre et qui retourne à la Maison-Blanche en janvier, Maxime Chervaux. Est-ce qu'il y a autant de garde-fous autour de lui qu'il y a pu avoir en 2016 ? Non. La réalité, c'est que non. La Cour suprême a été déjà mentionnée. Bon, la Cour suprême n'a pas changé depuis l'élection de 2020, mais bon, il y a 6 conservateurs, contre 3 libéraux, même si la différence des fois est un petit peu fine entre les deux. Au Sénat, vous avez plusieurs grandes figures de la partie, on va dire, réganienne du Parti républicain qui sont parties. Voilà. C'est-à-dire les personnes qui étaient en fait celles qui s'interposaient au Sénat face à certaines des demandes les plus ubuesques, ou en politique étrangère également face à Donald Trump, sont parties, soit parce qu'elles sentaient que le temps était venu, assez âgé, soit tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune chance d'être élus une nouvelle fois, parce qu'il y avait une volonté du côté de la partie Trump, du Parti républicain, de les battre dans les primaires et de les remplacer par quelqu'un d'autre. Ça s'est vu à la Chambre, très largement également aussi. Et je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez une vraie entreprise de reconquête du pouvoir qui a été mise en place dès 2021 du point de vue des républicains. Tous ceux qui ont quitté l'administration américaine de Trump ont été peuplés des nouveaux instituts, des nouveaux think tanks et autres, et ont préparé le recrutement très minutieusement des personnes qui allaient arriver par la suite, pour être prêts à avoir pas seulement des rallyes de la dernière minute dans l'administration républicaine de Trump en janvier prochain, mais vraiment des personnes qui sont engagées corps et âme pour Donald Trump, tout simplement. Donc ce sera beaucoup plus difficile de trouver des garde-fous, à part les États.
où les démocrates sont encore au contrôle. Si je me souviens bien, Loïc Delamornay, il y avait eu au sein même de la Maison-Blanche une sorte de groupe de hauts fonctionnaires qui essayaient de freiner les décisions les plus improbables de Donald Trump. La fameuse seront-ils encore phrase là sur les adultes dans la pièce. Adultes, oui. Seront-ils encore là, d'état-major, équivalent du secrétaire général, Directeur de cabinet. Voilà, directeur de cabinet. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même, il y a évidemment une assemblée nationale, la Chambre des représentants, et un Sénat qui est très important, encore plus que la Maison-Blanche. Je rejoins ce que dit Maxime, parce que lors du prochain renouvellement d'un certain nombre de sièges des sénateurs, il va être très défavorable aux démocrates, le prochain renouvellement qui s'annonce. Quand vous avez le Sénat, vous ne pouvez pas imaginer, à la différence peut-être de chez nous, à l'endroit où nous nous trouvons, c'est que le Sénat contrôle absolument tout, chaque nomination. Le directeur délégué aux douanes des produits d'importation de fruits et légumes verts à coque molle, il est nommé par le Sénat. Donc vous avez un nombre incalculable comme ça de très hauts fonctionnaires qui vont pouvoir travailler main dans la main avec Donald Trump. Imaginons, Donald Trump l'emporte, il y a une première vague et peut y en avoir une deuxième ensuite après les élections sénatoriales. En tout cas, je rejoins complètement ce que disait Maxime. Voilà, faut pas oublier quand même que durant le 6 janvier, des instructions seront montées jusqu'au chef d'état-major des États-Unis. Il y avait des histoires de garde nationale. Ça peut aller très loin. Donc, sans faire de politique fiction, oui, Trump a raison de dire qu'il sera peut-être dictateur un jour, parce qu'il l'a dit en discours, vous en rappelez, parce qu'il faudra être dictateur à la romaine, un jour pour nettoyer tout ça. Mais franchement, là pour le coup, le président américain qui n'a historiquement pas tant de pouvoir que ça, s'il y a cette alliance avec un Sénat complètement sous sa coupe, on peut vraiment s'inquiéter. C'était le thème de cette partie de l'émission sur la démocratie américaine, très sérieusement. Je veux bien entendre, ça fait longtemps qu'on n'a pas donné la parole, Olivier Piton, sur ce risque démocratique. Votre avis, est-ce qu'il peut remobiliser une partie de l'électorat démocrate, puisqu'on a entendu Joe Biden à l'instant, qui joue de cette carte aujourd'hui? Il va renommer 250 juges. Le principal argument de campagne de Joe Biden, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a un élément central, c'est le vote des femmes. C'est-à-dire que le vote des femmes a porté la victoire des démocrates à l'occasion des élections intermédiaires, et ça fait suite évidemment à la remise en cause à l'échelon fédéral du droit à l'IVG, et que le vote des femmes a jusqu'à présent permis aux démocrates, dans la série d'élections qui s'est déroulée depuis l'annonce de la remise en cause de Wade and Roe, a permis aux démocrates de l'emporter. Et par exemple, Kamala Harris mène ouvertement campagne sur ce thème. Elle s'adresse quasiment quotidiennement aux femmes. Et donc, on a eu à chaque fois des sondages qui n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est-à-dire que le résultat était justement n'avait pas été attendu par rapport à ce que les sondages disaient, parce que justement, il y a eu une forte mobilisation de l'électorat féminin. Traditionnellement, depuis 2016, c'est comme ça, les femmes votent beaucoup moins pour Donald Trump que les hommes. Il y a une surreprésentation du vote masculin, une sous-représentation du vote féminin. Mais depuis la remise en cause de l'IVG à l'échelon fédéral, on a eu une explosion de cette tendance, et il y a un certain nombre d'experts démocrates qui pensent qu'effectivement Joe Biden, pouvant compter sur un vote massif des femmes, va pouvoir l'emporter in fine. Sachant que, et je termine là-dessus, que Donald Trump, qui n'est pas évangélique, qui a une position absolument ambiguë sur l'avortement, qui dit tout et son contraire depuis quelques mois, est dans l'incapacité véritablement de convaincre de son bien fondé en faveur du droit des femmes, celle-ci de voter pour lui. Et donc c'est la petite chance sur laquelle croit effectivement Joe Biden. Le vote des femmes va être crucial. Merci beaucoup. On termine ce débat là-dessus. Merci à tous d'y avoir participé. Anne Desine, votre livre « Les États-Unis et la démocratie », il est publié aux éditions L'Harmattan, et Olivier Piton, Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, aux éditions Plomb. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Et puis notez que demain, l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale sera Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes. Bonne soirée.